Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente Les Enquêtes de Sherlock Holmes, une production de Maurice Renaud réalisée par Abder Isker d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, le diadème de Béryl. Bonsoir mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Figurez-vous qu'un matin de février 1886, Sherlock Holmes et moi, nous étions en train de prendre notre petit déjeuner quand on sonne. C'était un monsieur d'un certain âge, très distingué, et qui semblait en proie à une violente émotion. Comme vous l'avez vu sur ma carte, messieurs, je suis le banquier Alexandre Holder de la banque Holder et Stevenson. Très honoré, monsieur. Le docteur Watson, un autre moi-même, devant qui vous pouvez parler sans crainte. Docteur, monsieur Holmes, je ne sais par où commencer. D'abord, excusez-moi de venir si tôt, mais ce qui m'est arrivé cette nuit est atroce. Asseyez-vous, monsieur Holder, et tâchez de retrouver votre sang-froid. Pardon. Voulez-vous une tasse de thé? Oh, certes, non, merci. Je ne pourrais avaler quoi que ce soit. Voyons, de quoi s'agit-il? Je dois d'abord vous dire, messieurs, que j'habite une propriété dans les environs de Londres, à Streatham, très exactement. Je suis veuf et je vis avec mon fils Arthur, qui a 25 ans, et ma filleule Mary, qui en a 22. Devenue orpheline très jeune, nous l'avons élevée, ma pauvre femme et moi, comme notre propre fille, d'ailleurs. Elle m'appelle Daddy. C'est une enfant adorable, la douceur même, et 2 fois déjà, Arthur l'a demandé en mariage. Mais bien qu'elle ait pour lui une très grande affection, elle a refusé. Au fond, je la comprends. Il a un caractère tellement difficile. Or, voici ce qui s'est passé cette nuit. Voyez-vous, messieurs, on a tort d'être confiant, même en famille. Mais comment aurais-je pu me douter? Ah, pourquoi ai-je parlé, mon Dieu, pourquoi? Calmez-vous. Dites-vous bien que nous sommes ici pour vous aider. Oui, messieurs. Je le sais, je vous en remercie. Voilà. Hier soir, Marie, Arthur et moi, nous étions dans le fumoir, après le dîner, en train de prendre le café. Je ne disais rien, et mon silence avait frappé mes enfants. Tu ne parles pas, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes souffrant, Daddy? Non, mes enfants, pas du tout. Seulement un peu préoccupé. Tu as des ennuis? Non. Mais cet après-midi, j'ai reçu la visite d'un des plus grands noms d'Angleterre, et ce lord est venu m'emprunter 10 000 livres. Tu n'espérais tout de même pas qu'il te les rende ce soir? Non. Mais il m'a laissé en garantie un diadème, qui vaut bien 10 fois la somme que j'ai prêtée dessus. C'est un diadème d'or, orné de 39 béryls roses, jaunes et bleus, d'une beauté incomparable. S'il arrivait quoi que ce soit, absolument impossible d'en remplacer un seul. D'ailleurs, le lord expose ce diadème sous vitrine dans son château qu'il laisse visiter le dimanche, et il y a foule. En somme, c'est presque un bien national. Mais oui, on peut le dire. D'ailleurs, depuis des centaines d'années, on ne le porte dans la famille que pour les fêtes du couronnement. Dis donc, j'espère que tu l'as soigneusement rangé dans ton coffre-fort. Ah non. En ce moment, dans la cité, les coffres-forts sont éventrés par série. Alors où l'as-tu mis? Ici, au premier, dans le secrétaire du petit salon qui est à côté de ma chambre. Tu as tort, papa. Avec n'importe quelle vieille clé, on peut l'ouvrir. Allons donc. Quand j'étais gamin, je l'ai ouvert plusieurs fois avec la clé du placard de la salle de bain. On ne dit pas de bêtises. Alors, Daddy, vous allez nous montrer cette merveille? Non, ma petite fille. Je préfère que personne n'y touche. Vous avez raison. Oh, d'ailleurs, nous ne devrions pas parler si fort. Hein? Je crois que Lucie n'a pas fini de desservir. Hein? Je vais voir. J'en profiterai pour faire comme tous les soirs ma petite tournée d'inspection. Va, mon enfant, va. Mais on dirait un vieux gardien de musée. Encore une tasse de café? Non, merci, papa, non. Papa, Hein? je voudrais te demander quelque chose. Si c'est de l'argent, tu perds ton temps. Oui, papa, c'est de l'argent. Oh, pas beaucoup.
Tu ne me demandes pas combien? M'intéresse pas. Papa, il me faut absolument 200 livres. Et tu trouves que ce n'est rien? Oh, pour toi, qu'est-ce que c'est? Pour un homme qui travaille, mon petit, même un penné, c'est de l'or. Écoute, papa, je t'en supplie. Non. L'autre jour, je t'ai dit que c'était la dernière fois. Ne revenons pas là-dessus. Si tu ne me donnes pas ces 200 livres, je ne pourrai plus jamais reparaître au club. Une raison de plus pour que je ne te les donne pas, bravo. Mais papa, enfin, une dette de jeu, c'est sacré. Si je ne la paie pas, je suis déshonoré. Et toi aussi. Il y a longtemps que je le suis d'avoir un fils comme toi. Ta pauvre maman t'a trop gâté, et moi j'ai été trop faible. Voilà le résultat. Un garçon paresseux, brutal, qui ne connaît que le whisky, les cartes et les courses. Il fallait me faire travailler à ta banque. Mon fils est un bon à rien, je ne tiens pas à ce que mon personnel le sache. Comment? Moi, un bon à rien? Tu t'es fait renvoyer de 5 maisons. Ces références me paraissent suffisantes. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des places de balayeur. De toute façon, ne compte plus sur moi. Bon, alors j'emprunterai cette somme à des amis. Tes amis? Ils ne valent pas mieux que toi. Tu ne peux pas dire ça de George Barwell. Non. Ah. Et c'est vraiment le seul que je puisse tolérer ici. Peut-être un peu trop joli garçon, un peu trop élégant et beau parleur, mais enfin, je connais sa famille, des gens de grande classe. Écoute, papa, depuis 1 an qu'il fréquente la maison, avoue qu'il a eu une excellente influence sur moi. Peut-être, mais je n'ai pas encore vu le résultat. Je te jure que si tu me paies cette dette de jeu, je ne jouerai plus jamais. C'est ce que tu m'avais juré la dernière fois. J'ai dit non, c'est non. Prends garde, papa. Ne me pousse pas à la dernière extrémité. Oh, des menaces ou du chantage, pas avec moi, mon petit. Ainsi, tu m'abandonnes. Tu as 25 ans, débrouille-toi. Alors, parfait. Compte sur moi. Je demeurai quelques minutes un peu désemparé, messieurs. Le métier de père est parfois très lourd. Je me levai enfin, j'éteignis la lampe, et je fis un tour dans la maison pour voir si tout était normal. Arrivé dans le hall d'entrée, j'aperçus Mary, qui était en train de fermer une fenêtre. Ah, Daddy, Qu'as-tu, ma petite fille? Tu parais contrariée. aviez-vous permis à la femme de chambre de sortir ce soir? À Lucie, non, pourquoi? Elle vient de rentrer par les cuisines. Je parierais qu'elle est encore allée voir son cher et tendre à la petite porte du parc. Il faudrait tout de même que vous mettiez fin à ces petits manèges. Touche-lui en 2 mots. Et si ça se renouvelle, je lui parlerai. Es-tu sûr que tout est bien fermé partout? Tout à fait sûr, Daddy, dormez tranquille. Alors, bonne nuit, ma petite fille. Bonne nuit, Daddy. Je montai me coucher, et avant de me déshabiller, j'entrai dans le petit salon à côté de ma chambre. J'ouvris le secrétaire et je vérifiai que mon diadème était toujours bien à sa place. Puis je me mis au lit, et je dus m'endormir aux environs de 11 heures. Vers 2 heures du matin, un bruit me fait sursauter. D'habitude, j'ai le sommeil assez lourd, mais cette nuit-là, j'avais comme tous les nerfs à vif. Le bruit ne se renouvela pas, mais une fois tout à fait éveillé, j'ai comme l'impression que c'est une fenêtre qu'on vient de fermer. Où? Je ne sais pas. J'écoute encore. Soudain, j'entends marcher à pas feutrés dans le petit salon à côté. Je me jette au bas du lit, je saisis mon revolver et j'ouvre la porte. Papa! Arthur! Arthur! Laisse ce diadème. Laisse-le tout de suite, ou je t'abats comme un chien. Mais papa... Donne-moi ça! Veux-tu me donner ça, canaille? Mais papa, je te jure... Mais comment tu viens de le casser? Mais non... Il manque un des coins en or. Et 3 pierres. Où sont ces pierres que tu viens de voler? Où sont-elles? Voler, moi? Oui, voler, sale petit voyou. Mais rien ne manque, voyons papa, rien ne manque. Je te dis qu'il manque 3 pierres et tu sais très bien où elles sont. Et je viens de te voir en train d'essayer d'en arracher encore un autre morceau. Mon pauvre papa. Alors pour toi, je suis un voleur, une canaille et un sale petit voyou. Oui. Dans ce cas, adieu, tu ne me reverras plus jamais. Tu ne quitteras cette maison qu'entre 2 policemen. Alors appelle la police, qu'elle se débrouille toute seule pour savoir la vérité. La vérité, quelle vérité? Je te prends en train de briser ces diadèmes pour en arracher des pierres. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Quelle autre vérité ai-je à découvrir? Monsieur, que se passe-t-il? Ah, c'est vous, mon pauvre Archie. Regardez cet enfant que vous avez vu naître. Il vient de cambrioler son père. Oh, monsieur Arthur. Daddy, Arthur, mais qu'avez-vous tous les deux? Mary. Elle s'évanouit. Ah, Mademoiselle. Des selles, là, dans ce tiroir. Allons, vite. Mary. Mademoiselle. Mademoiselle. Non, ce ne sera rien.
Mademoiselle, allons. Voilà. Elle reprend connaissance. Oh, Arthur. Mais c'est pas le moment de nous attendrir, Mary. Il va nous falloir au contraire être dur, très dur. Regarde. Il manque 3 béryls à ce diadème. Oh. Arthur, mon petit, où sont-ils? Je ne sais pas. Faut y aller, Nortip. Oh, monsieur. Monsieur Arthur a juste un pantalon et une chemise. S'il a ses pierres, il va les donner tout de suite. N'est-ce pas, monsieur Arthur? Fouillez-le. Alors, monsieur Arthur, excusez-moi. C'est l'ordre de monsieur. Papa, tu ne trouves pas cette scène grotesque? Je la trouve pitoyable. Il n'a rien dans ses poches, monsieur. Mais où as-tu caché ces pierres? Tu vas le dire? Oh, écoute, Arthur. Si je ne rends pas ce diadème dans l'état où on me l'a confié, ce sera un grand scandale et mon nom de banquier sera déshonoré. Allez, rends-moi ces pierres. Et je te donnerai tout l'argent que tu voudras et tout sera oublié. Gardez votre pardon pour ceux qui en ont besoin. Ainsi, tout ce que j'ai fait pour toi ne t'a pas laissé une ombre de reconnaissance. Et de me voir la victime d'un scandale imminent avec mon nom sali dans les journaux, cela t'indiffère. Soit. Nortip, Monsieur? prenez ce revolver et conduisez M. Arthur au second, dans la chambre verte, celle qui a des barreaux aux fenêtres, et enfermez-le jusqu'à nouvel ordre. Oh, monsieur. Et s'il cherche à s'enfuir, tirez dessus. Oh, monsieur. Oh, Daddy, je t'en prie. J'assume toutes les responsabilités. Je n'ai plus de fils, et je considère cet individu en état d'arrestation. Allez. Venez, monsieur Arthur. Oh, c'est affreux. Écoute-moi bien, Mary. Écoute-moi bien. Il faut que nous gardions le secret. Oui. Il faut éviter le scandale. Et il faut retrouver ces 3 pierres au plus vite. Dès qu'il fera jour, je partirai pour Londres. Et je chargerai de l'affaire un détective privé. En attendant, nous allons fouiller la chambre d'Arthur. Viens. Et naturellement, vous n'avez rien trouvé. Rien. Et pourtant, nous avons cherché partout. Nous avons mis la maison sans dessus-dessous, et même quand le jour est venu, avant de monter en voiture, j'ai jeté un coup d'œil dans le parc. Rien. Voilà, monsieur Holmes. Maintenant, mon sort est entre vos mains. Que pensez-vous de ce drame? J'aimerais d'abord, monsieur Holder, préciser certains points. Interrogez-moi. Habituellement, recevez-vous beaucoup de monde dans votre propriété? Non, très peu. Quelques membres de ma famille à Noël et quelques amis de mon fils. Le seul qui fréquente régulièrement la maison est George Barwell, qui, malgré ses 35 ans, s'est pris d'une grande affection pour Arthur et Mary. Je connais George Barwell, de réputation tout au moins. Et sortez-vous beaucoup dans le monde? Mon fils, oui, mais ma filleule et moi, nous n'y tenons guère. Pourtant, une jeune fille... Oh, elle est d'une nature bien paisible. Ce drame a dû lui causer un grand choc, à elle aussi. Terrible. Je crois qu'elle est encore plus touchée que moi. Ni elle ni vous n'avez le moindre doute sur la culpabilité de votre fils. Mais, monsieur Holmes, je l'ai vu de mes propres yeux, avec le diadème dans les mains. Cela ne me paraît pas une preuve suffisante. Le reste du diadème est-il abîmé? Oui, il est tordu. Ne croyez-vous pas qu'au moment où vous êtes entré, votre fils tentait de le redresser? Mais dans ce cas, s'il est innocent, pourquoi ne pas l'avoir dit? Et s'il est coupable, pourquoi ne pas mentir? Son silence se défend dans les 2 éventualités. Pour moi, monsieur Holder, cette affaire est loin d'être simple. Pourtant... Réfléchissez. Votre fils est sorti de son lit. Il s'est rendu dans votre petit salon. Dieu sait en prenant quel risque. Il a volé le diadème, il en a cassé un morceau en faisant appel à toutes ses forces. Il en est ressorti pour aller cacher les 3 pierres volées dans un endroit X. Puis il est revenu avec les 36 autres dans ce petit salon où il avait toutes les chances d'être découvert. Enfin, vraiment. Croyez-vous ça soutenable? Mais quelle autre thèse envisagez-vous? Aucune et plusieurs. J'aimerais me rendre tout de suite à votre propriété. Il n'y a pas une minute à perdre. Oh, merci, monsieur Holmes. Ma voiture est en bas. Nous en avons pour 1 heure au plus. Vous venez avec nous, Watson? Volontiers, volontiers. Par ici, messieurs.
1 heure plus tard, nous arrivions à la propriété de M. Holder, à Streatham. C'était une grande maison au milieu d'un parc couvert de neige. Derrière se trouvait l'entrée des cuisines et, devant, l'entrée des maîtres. Et tout de suite, Sherlock Holmes s'intéressa aux empreintes. Par bonheur, il n'avait pas neigé depuis la veille et le froid les avait durcis. Tandis que le banquier allait donner quelques ordres, Sherlock Holmes fit lentement le tour de l'édifice et s'arrêta soudain, non loin des cuisines. Regardez, Watson. Une femme s'est arrêtée ici. Et elle a bavardé avec un homme. Hein? Je vois bien l'empreinte de 2 semelles féminines, mais je ne vois qu'une semelle d'homme. Ah oui? Une seule? Et que ça. Par contre, à 30 centimètres de cette semelle, Oui. vous voyez plusieurs trous d'un diamètre de 5 centimètres et assez profondément creusés dans la neige. Ah oui? Qu'est-ce que ça peut être? Vous ne devinez pas? L'homme avait une jambe de bois, parbleu. Et ces trous ont été faits par un pilon garni de caoutchouc. Je crois même pouvoir vous dire que ce couple a été dérangé dans sa conversation et que la femme a couru pour rentrer dans la maison. Couru? Oui. Regardez. Vous voyez les pointes de ses chaussures? Elles sont plus incrustées dans la neige que ses talons. Ah, vous êtes inouï. Continuons à faire le tour de la maison. Sherlock Holmes ne remarqua rien de particulier jusqu'à ce que nous fussions arrivés devant l'entrée principale. La façade comportait 6 fenêtres. Il les examina les unes après les autres et s'arrêta longtemps, la loupe à la main, devant l'une des 2 qui éclairait le hall. Watson, regardez la barre d'appui et la barre de cette fenêtre. Hein? Que voyez-vous? Les marques d'un pied nu. Oui. Ce pied a cherché un point d'appui sur le soubassement, puis sur la barre d'appui, pour entrer par la fenêtre. Bravo, Watson. Un jour, vous serez meilleur détective que médecin. Ah, mais un médecin est toujours un peu détective. Voilà pourquoi nous nous comprenons si bien. Lisons maintenant sur la neige d'où venait ce pied nu. Oh. Watson, voilà toute une série d'empreintes qui filent vers la sortie de la propriété. Oui. 2 sortes d'empreintes et parallèles. Alors, ce sont celles d'un homme chaussé et celles de l'homme aux pieds nus. Oui. L'homme chaussé est venu de l'entrée de la propriété jusqu'à la façade de la maison. Il y a eu piétinement. Donc, conversation probable avec quelqu'un qui était à la fenêtre. Puis, il est reparti vers la sortie du parc. C'est à ce moment-là que l'homme aux pieds nus a couru après lui. Ah. Et à quoi voyez-vous ça? À 3 indices. D'abord, les pieds nus sont tournés vers la sortie du parc. Et puis, de même que tout à l'heure, pour les chaussures de femme, la pointe du pied a marqué la neige beaucoup plus profondément que le talon. Il courait donc. Enfin, les pieds nus couvrent souvent les semelles de chaussures. Ah oui, alors? Si les 2 hommes avaient marché côte à côte, cette superposition aurait été impossible, tandis qu'on peut facilement piétiner les empreintes d'un homme après lequel on court. Ah oui? Oui, ça c'est vrai, ça. Maintenant, suivons les empreintes jusqu'à l'endroit où le poursuivant a rejoint l'homme qui s'en allait. Venez. Là. Tenez, Watson. C'est ici. Là, oui. Vous voyez, nous sommes à 100 mètres environ de la maison. Regardez. Les chaussures de l'homme se retournent brusquement comme s'il avait dû faire face. La neige est piétinée. Peut-être y a-t-il eu bataille. Oui. Et attendez, c'est tellement vrai que voilà, regardez, 3 petites taches de sang. Où donc? Là. Voyons. Mais qu'est-ce que je vous disais? L'un des 2 hommes a été blessé, puis les pieds nus sont retournés vers la maison, et l'homme aux chaussures est sorti de la propriété sans demander son reste.
Une fois de plus, j'étais stupéfié par l'extraordinaire imagination de mon ami Sherlock Holmes. Imagination qui ne s'égarait jamais puisqu'elle s'appuyait toujours sur une analyse scrupuleuse des indices et leur interprétation logique. Bon, enfin, nous regagnâmes la maison, où nous attendait M. Holder en compagnie d'une jeune fille assez belle, dont le teint pâle et les lèvres décolorées trahissaient un profond chagrin. Voici M. Sherlock Holmes et le docteur Watson, ma filleule Mary. Mademoiselle. Soyez les bienvenus, messieurs. J'espère, monsieur Holmes, que vous parviendrez à établir l'innocence de notre pauvre Arthur. Je suis certaine qu'il n'est pas coupable. Je partage pleinement votre opinion, mademoiselle. Oh, Daddy, vous entendez, monsieur Holmes? Mais ce n'est encore qu'une impression. Puis-je vous poser quelques questions? Je vous en prie. Vous-même, la nuit dernière, vous n'avez rien entendu? Rien. Jusqu'au moment où des éclats de voix m'ont réveillée. Alors je suis accourue. Bon. Vous aviez bien constaté que toutes les fenêtres étaient fermées. Oui? Et ce matin, elles l'étaient encore? Oui, monsieur. Hier soir, vous avez parlé à M. Holder de la femme de chambre qui était sortie pour voir son amoureux. C'est exact. Vous-même, vous les avez aperçus? Oui, oui, monsieur. Ils n'étaient pas très loin de la porte des cuisines, n'est-ce pas? En effet. Et quand cette fille vous a entendu, elle est vite revenue vers la maison en courant. Mais oui. Et naturellement, son amoureux a une jambe de bois. Mais comment le savez-vous? C'est mon métier, mademoiselle. Une dernière question. Pensez-vous que cette femme de chambre ait pu parler du diadème à son amoureux? Et les croyez-vous capables d'avoir organisé un cambriolage? Oh, Lucie est une tête folle et son amoureux n'a pas très bonne réputation. Mais de là à les accuser sans preuve, monsieur Holmes, je ne les voudrais pour rien au monde. Ce sentiment vous honore, mademoiselle. Monsieur Holder. Oui? Quand vous avez surpris votre fils, n'avait-il pas les pieds nus? Oui. C'est exact. Je vous remercie. Maintenant, j'aimerais monter dans le petit salon où se trouve le diadème. Rien de plus facile. Par ici, monsieur Holmes. Pardon. Nous nous trouvâmes bientôt dans une pièce assez petite et luxueusement meublée. Près de la porte se trouvait un très beau secrétaire de l'époque romantique. Habituellement, vous l'ouvrez avec quelle clé? Avec celle-ci. Cette nuit, je l'avais sous mon oreiller. Mais mon fils a ouvert ce secrétaire avec la clé du placard de la salle de bain, voyez. Elle est encore sur la serrure. En effet, cette clé ouvre parfaitement et elle ne fait aucun bruit. Rien d'étonnant à ce que vous n'ayez pas été réveillé. Je suppose que le diadème est dans cet écrin. Oui, vous pouvez l'ouvrir. Oh, magnifique, en effet. Je ne crois pas avoir vu des pierres aussi belles. Il en manque donc 3, restés enchâssés au morceau de monture qui a été brisé. Oui. Monsieur Holder, voudriez-vous essayer de casser ce diadème? Moi? Mais jamais de la vie, vous n'y songez pas. Alors je vais m'y efforcer moi-même. Non, vous êtes fou. Je crois qu'il a cédé un tout petit peu. Mais bien que je sois d'une force au-dessus de la moyenne, je suis certain que je n'arriverai pas à le briser. D'ailleurs, en admettant que j'y parvienne, il y aurait un bruit sec qui claquerait à nos oreilles. Vous êtes bien de cet avis, n'est-ce pas? Sans doute. Alors, pensez-vous sérieusement qu'un tel bruit se soit produit à quelques mètres de votre lit et que vous n'ayez rien entendu? Non, bien sûr. Alors, j'aimerais parler à votre fils. à mon fils. Soit. Nous allons le faire descendre. M. Holder prit son vieux domestique d'aller chercher Arthur, mais au bout de quelques minutes, Northship revient seul. Je suis navré, monsieur, mais monsieur Arthur ne veut parler à personne. Tête de bois! Il m'a dit, puisque la police est là, qu'elle fasse son travail. Ce n'est pas à moi de le faire. Voilà le garçon, monsieur Holmes. Insolent et têtu. Oh, Marie, si tu avais accepté de l'épouser, je suis sûr que toi, au moins, tu nous l'aurais changé. Ne vous inquiétez pas, monsieur Holder, je me passerai de sa collaboration. Il faut absolument retrouver ces 3 pierres, m'entendez-vous? À tout prix. Je vous donne carte blanche. Alors, faites-moi tout de suite un chèque de 3000 livres. Comment? Oui, un chèque à mon nom. J'irai le toucher et j'en ferai de l'argent liquide. Dans quel but? Vous avez confiance en moi, je pense. Sans doute, mais... Ce mais ne me convient pas, monsieur Holder,
Puisque vous m'avez donné carte blanche, permettez-moi d'être seul juge de l'emploi des fonds. Vous avez raison, pardonnez-moi. Le chèque fut rédigé immédiatement, et il fut convenu que le banquier serait le lendemain à 9 heures à notre appartement de Baker Street. Une fois rentré à notre domicile, Sherlock Holmes consulta son fichier, puis l'annuaire de l'aristocratie. Enfin, il alla dans sa chambre et reparut 10 minutes plus tard, déguisé en pauvre hère. Comment me trouvez-vous, Watson? Ah, sacré Holmes! Je ne vous aurais jamais reconnu. Veuillez apprécier la nuance exacte de ce déguisement. Je suis affreusement minable, n'est-ce pas? En effet. Je vous prie cependant de remarquer que je n'ai rien du clochard. Le par-dessus a verdi, mais il est d'assez bonne coupe. Ses souliers sont éculés, mais ils sortent du bon faiseur. Leur état dit assez que je suis dénué de tout, mais qu'autrefois j'ai pu être du monde. C'est très juste, très juste. Cette note subtile est nécessaire là où je vais. Ah. À bientôt, docteur Watson. À mon habitude, je n'avais posé aucune question. Sherlock Holmes revint vers 2h30, dans le même accoutrement. Il tenait à la main 2 souliers qu'il balançait au bout de leur lacet. Soyez gentil, Watson, préparez-moi une tasse de thé. Volontiers. Le temps que je quitte cette défroque et que je m'habille décemment. Il revêtit son éternel complet prince de Galles et avala son thé rapidement. Merci, Watson. Maintenant, je file à la propriété de M. Holder. Les choses tournent-elles comme vous le souhaitez? Et je n'ai pas à me plaindre. Ne m'attendez pas pour dîner. Il enveloppa dans un vieux délimel les souliers qu'il avait apportés, et il partit. À minuit, je n'avais encore aucune nouvelle de lui, mais je ne m'inquiétais pas quand il était sur une piste. Il disparaissait parfois pendant 2 ou 3 jours. Je ne sais pas à quelle heure il rentra, mais le lendemain matin, quand j'allais au salon pour prendre mon petit déjeuner, il était là, frais et dispo, tenant un journal d'une main et de l'autre une tasse de café. Excusez-moi d'avoir commencé sans vous, Watson, mais M. Holder doit venir ici. Tenez, ce doit être lui. Entrez. Bonjour, messieurs. Ah, messieurs, on a bien raison de dire qu'un malheur n'arrive jamais seul. Mary, ma pauvre petite Mary. Que lui est-il arrivé? Prenez connaissance de cette lettre qu'elle m'a écrite et qu'on m'a remise ce matin au réveil. Pardon. Je n'ai pas mes lunettes, Watson. Oui. Voulez-vous lire? Oui, volontiers, pardon. Mon cher parrain. Elle ne m'appelle même plus Daddy. Mon cher parrain, vous m'avez reproché hier d'être une des causes de vos malheurs. Vous aviez raison. Si j'avais agi différemment, cette catastrophe n'aurait pas eu lieu. Oh, pourquoi l'ai-je blâmé de ne pas avoir épousé mon fils? Ce n'est peut-être pas de cela dont elle parle. Que voulez-vous dire? Continuez, Watson. Oui, à cette pensée, je sens que je ne pourrai plus être heureuse chez vous. Je vous dis adieu pour toujours. Ne me recherchez pas, cela ne servirait à rien. Dans la vie comme dans la mort, je vous aimerai du plus profond de mon cœur, signé Mary. Elle s'est peut-être suicidée. J'en serais très surpris. Ce brusque départ, je ne la croyais pas si susceptible. C'est affreux. Ayez du courage, Monsieur Holder, et dites-vous bien que cette lettre met un point final à vos malheurs. Quoi? Vous savez quelque chose? Mieux que cela. Ouvrez cette enveloppe. Elle vous a écrit? Qui, Mary? Ah, laissez-la donc où elle est. Ouvrez cette enveloppe. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non. C'est pas possible. Ce serait trop beau. Les Beryl? Les 3 Beryl. Et la monture. Oh, Monsieur Holmes. Monsieur Holmes. Ah, j'ai du mal à y croire. Eh bien, faites comme saint Thomas, touchez. Mais comment sont-ils revenus? Pas tout seul. Il a fallu que j'aille au-devant d'eux. Où ça? Asseyez-vous, Monsieur Holder, et écoutez-moi calmement. Watson, servez donc une tasse de thé à notre hôte. Oh oui, volontiers. Avec 3 sucres.
Alors, monsieur Holmes. Vous admettrez facilement, cher monsieur, qu'entre le moment où je vous ai quitté hier et celui où je viens de vous remettre ces pierres, j'ai dû sauter pas mal d'obstacles. Comme d'habitude, j'ai raisonné et j'ai imaginé. Pardon. Oh, merci, merci. J'ai pensé tout d'abord que Sir George Barwell, qui était le seul à fréquenter votre maison, pouvait ne pas être étranger au drame. Alors, je me suis déguisé en pauvre homme et je suis allé sonner à la porte de son escalier de service. Comme je m'y attendais, c'est un valet de chambre qui m'a ouvert. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi de vous déranger. Je viens de la part de madame la comtesse de Greyhound. Elle a pour moi de grandes bontés. J'ai été autrefois le professeur de littérature de ses filles. Mais pour son malheur et le mien, elle est veuve et elle n'a plus chez elle la moindre chaussure d'homme. Vous voyez les miennes, elles n'en peuvent plus. Et par ces temps de neige... J'ai toujours les pieds mouillés. C'est très pénible. Alors, madame la comtesse a pensé que peut-être Sir George aurait pour moi une vieille paire de chaussures. Si ça ne le dérange pas, bien entendu. Attendez ici. Je vais en parler à monsieur. Ah, merci. 5 minutes plus tard, Lord Barwell revenait lui-même avec une paire de souliers. Tenez, mon brave, voilà les chaussures à moi. Oh. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Mais ce ne sera peut-être pas votre point de vue. Oh, si, monsieur, ce sera parfait. Je suis grand, mais j'ai les pieds tout petits. Toutes les pointures me vont. Alors, je suis heureux de faire plaisir à un protégé de la comtesse de Greyhound. Au revoir, messieurs, et merci. Merci beaucoup. Dieu vous bénira. Voyez-vous, au cours de cette visite, j'avais acquis 2 choses. D'abord, une paire de souliers, et puis un indice de premier ordre. Sir George Barwell avait la main bandée, une blessure sans aucun doute. Les taches de sang que nous avons vues sur la neige. N'anticipons pas. Je revins ici pour m'habiller correctement, et je me rendis à votre propriété, monsieur Holder. À cette heure-là, vous étiez à Londres. Et je constate que les empreintes de semelles que j'avais remarquées le matin dans la neige correspondent exactement à la pointure des souliers que m'avait donné Barwell. Il serait donc venu au cours de la nuit tragique? C'en est la preuve formelle. Après cette constatation, j'ai demandé à votre vieux domestique de m'ouvrir la porte de la chambre où était enfermé votre fils. Je désirais lui parler. Qui êtes-vous? Sherlock Holmes. Ah. C'est vous que mon père a chargé de l'enquête? Oui. Alors faites votre travail et ne comptez pas sur moi. Je comprends votre sentiment. Votre père se fie aux apparences et il vous accuse. Si vous refusez de parler, c'est que vous êtes blessé à vif par ce soupçon parfaitement injuste. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui. Or, moi, je sais que vous n'êtes pas coupable. Quelqu'un s'est accusé? Je n'ai besoin de personne pour me faire une opinion. Vous êtes plus fort que les autres, vous. On me l'a dit quelquefois. Je peux même ajouter que si vous refusez de parler, c'est pour sauver quelqu'un. Où avez-vous été chercher ça? Vous savez parfaitement qui a volé ces pierres. En supposant que je le sache, je ne vous le dirai pas. En supposant que vous ne le sachiez pas, je vais vous le dire. Qui? Mary. C'est faux! Alors, mon vieux, il est trop tard pour la défendre. Vous l'avez arrêtée? Non. Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Quoi, elle est morte? Elle est partie, c'est la même chose. Partie? Avec son complice, sans aucun doute. Votre cher ami George Barwell. Un homme dont est solidement établie la réputation de joueur ruiné et de gredin irrécupérable par la société. Un homme que vous avez bêtement introduit dans cette maison. Et aussitôt Mary, qui ne voyait jamais personne, a été fascinée par ce beau parleur sans scrupules. Il lui a tout de suite fait la cour, n'est-ce pas? Oui. Et elle est devenue follement amoureuse. Il me jurait que non.
Et vous l'avez cru? Je ne sais pas. Maintenant, j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé la nuit dernière. Tout au moins ce que, d'après mes déductions, je crois être la vérité. Si je me trompe, vous rectifiez. Sous le prétexte d'aller faire sa petite ronde habituelle, Mary est allée ouvrir une des fenêtres de l'entrée et elle a bavardé avec George Barwell. J'ai tout lieu de croire qu'il venait la retrouver toutes les nuits. Ce n'est pas possible. Allons, allons, croyez-vous qu'un Barwell court après les filles uniquement pour leur réciter du Byron? Taisez-vous! Pourquoi aurait-il été derrière cette fenêtre ce soir-là plutôt qu'un autre? Elle lui parle du diadème, et comme il est criblé de dettes, il ordonne à Mary de le voler pour lui. Une fille amoureuse est capable de tout, mon petit, surtout si son amant menace de ne plus jamais revenir. Et Barwell connaît les bonnes ficelles. Elle accepte. À ce moment-là, votre père arrive dans l'entrée et la voit refermer la fenêtre. Alors, pour donner le change, elle lui parle de la femme de chambre qu'elle a effectivement vue avec son amoureux quelques instants plus tôt du côté des cuisines. On va se coucher et au milieu de la nuit, vous entendez du bruit. Vous vous levez, vous regardez dans le couloir et vous voyez Mary entrer dans le petit salon. Vous vous enfilez un pantalon et vous vous mettez aux aguets. C'est bien comme ça, n'est-ce pas, que les choses se sont passées? Oui. Bien. Bientôt, elle ressort et descend l'escalier. Vous la suivez dans l'ombre. Elle rouvre la fenêtre de l'entrée et tend le diadème à un homme que vous voyez mal. Puis, elle regagne sa chambre sans s'être aperçue de votre présence. Hein? Alors, d'un coup, vous réalisez l'étendue de la catastrophe pour votre père. Vous bondissez à la fenêtre et, pieds nus, vous courez dans la neige à la poursuite de Barwell. Vous le rattrapez, vous voulez lui arracher le diadème, de son côté il tire, la cassure se produit et lui coupe la main. Il se sauve avec les 3 pierres et vous regagnez le petit salon. Vous essayez de redresser la monture et c'est à ce moment-là que votre père vous a surpris. Vous êtes le diable. Un assez bon diable, je crois. Quant au reste, je m'en doute sans peine. De sa chambre, Mary entend l'altercation avec votre père, elle accourt, elle voit le diadème entre vos mains, et devinant ce qui s'est passé, elle s'évanouit. Tout cela est exact, Monsieur Holmes. Mais espérez-vous retrouver les pierres qui manquent? Je vais essayer. Vous me voyez stupéfait, Monsieur Holmes, et désespéré par tout ce que vous venez de m'apprendre. Mais ces pierres, comment les avez-vous récupérées? Oh, c'est très simple. Je suis allé voir Barwell, mais par le grand escalier cette fois. J'ai exigé les pierres, mais sachant que je ne pouvais pas l'arrêter de peur de déclencher ce scandale que vous vouliez éviter à tout prix, je lui ai proposé de les lui racheter 3000 livres. C'est exactement le prix que je les ai payés. Comment saurais-je vous remercier, Monsieur Holmes? Non seulement vous m'avez rendu les pierres, mais encore vous m'avez rendu un fils. Car pour la première fois, grâce à vous, je découvre qu'il a un noble cœur. Mais me pardonnera-t-il jamais mon injustice? J'ai tout lieu de croire que ce drame d'une nuit aura mûri d'un coup sa folle jeunesse. Au revoir, Dr. Watson. Au revoir, Monsieur Holmes. Vous n'aurez pas obligé un ingrat. Et vous me permettrez de vous envoyer aujourd'hui même un témoignage de la grande reconnaissance que je vous ai. Je vous en remercie. Je vous demanderai encore une chose. Accordé d'avance. En sortant, jetez donc une livre dans la sébille de mon vieil ami Jones, le joueur d'orgue de Barbarie. Avec joie. Qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Et prêtez même à Dieu. N'est-ce pas là le rôle d'un banquier? Et ce prêt-là, au moins, ne vous rapportera que du bonheur.